Laisse-moi te dire quelque chose qui va te déranger. Si quelqu'un t'ignore en ce moment, il est très probable que tu aies planté cette graine il y a des semaines, peut-être des mois. Et le pire, c'est que tu l'as fait sans t'en rendre compte. J'aide depuis des années des personnes qui souffrent de relations qui se refroidissent, de silences qui font mal, de messages qui n'arrivent jamais. Et aujourd'hui, je vais te raconter quelque chose qui changera complètement ta façon d'entrer en relation, parce que ce que je vais te révéler n'est pas seulement pourquoi on t'ignore, c'est sur la façon dont fonctionne réellement le cerveau humain quand il s'agit d'amour, d'attention et de connexion. Avant de continuer, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Si ce sujet résonne en toi, si tu t'es déjà senti invisible pour quelqu'un que tu aimes, reste jusqu'à la fin parce que je vais partager quelque chose que je ne raconte pas habituellement dans mes consultations, quelque chose qui fonctionne mais qui demande du courage. Et si ce contenu t'aide, je te demande juste de mettre un j'aime et de t'abonner, car ainsi je peux continuer à créer ce type de vidéos qui transforment vraiment des vies. Maintenant, allons au fond des choses. Commençons par le plus dur. Dans ma consultation, chaque semaine, je vois des personnes anéanties parce que quelqu'un les ignore, et quand nous approfondissons, quand nous grattons la surface de la douleur, la même chose apparaît toujours. Ces personnes sont devenues quelque chose de prévisible, quelque chose qui ne suscite plus de curiosité, quelque chose que le cerveau de l'autre a classé comme résolu. Comprends ceci, ton cerveau est conçu pour survivre, pas pour tomber amoureux. Et pour survivre, il a besoin de prêter attention à ce qui est nouveau, à ce qui est incertain, à ce qui peut être une menace ou une opportunité. Quand quelqu'un devient complètement prévisible, quand il n'y a plus de mystère, quand toutes tes réponses sont attendues, quelque chose de fascinant se produit dans le cerveau de l'autre. Ces niveaux de dopamine chutent, et avec eux l'attention. Mais rassure-toi, car cela ne signifie pas que tu dois devenir quelqu'un d'inaccessible ou jouer à des jeux mentaux. En fait, c'est exactement ce que tu ne dois pas faire. Ce que je vais t'enseigner est beaucoup plus profond et authentique, car regarde, quand quelqu'un commence à t'ignorer, la première chose que tu fais est d'intensifier ta présence. Tu envoies plus de messages, tu cherches plus d'explications, tu essaies de montrer plus d'amour, et c'est comme jeter de l'essence sur le feu. Pourquoi? Parce que tu confirmes exactement ce que le cerveau de l'autre soupçonnait déjà. Que tu es prévisible, que tu seras toujours là, qu'il n'y a aucun risque de te perdre. La neuroscience nous enseigne quelque chose de brutal. Nous valorisons davantage ce que nous sentons que nous pouvons perdre, pas ce que nous avons déjà assuré. Et avant que tu ne penses que c'est de la manipulation, laisse-moi t'expliquer pourquoi ce n'en est pas. Parce que ce que je vais te raconter plus tard, ce que je garde pour la fin de cette vidéo, a à voir avec la différence entre générer une attraction authentique et jouer avec les émotions de quelqu'un. Et cette différence change tout. Maintenant, je veux te parler de quelque chose que tu ressens probablement dans ton corps en ce moment même. Quand quelqu'un t'ignore, ton cerveau active une réponse de stress, le cortisol monte en flèche. Cette hormone qui te fait te sentir en danger, qui te maintient en alerte, qui t'empêche de dormir en pensant à ce que tu as fait de mal. Et voici l'important. Ce cortisol élevé te fait prendre les pires décisions possibles. Il te pousse à envoyer ce message désespéré à 3 heures du matin. Il te pousse à chercher des explications de manière obsessionnelle. Il te transforme en quelqu'un que l'autre perçoit comme nécessiteux, comme étouffant, comme quelqu'un dont il veut s'éloigner davantage. J'ai eu des patients qui me disent « Boris, mais c'est que je l'aime, j'ai besoin de savoir ce qui se passe. » Et je leur réponds « Précisément parce que tu l'aimes, tu as besoin de faire baisser ton cortisol d'abord, parce que l'amour venant d'un cortisol élevé n'est pas de l'amour, c'est de l'anxiété. » Et l'anxiété fait toujours fuir. Laisse-moi te raconter quelque chose que j'ai vécu en consultation récemment. Une femme de 35 ans, brillante, qui réussit dans sa carrière, complètement perdue dans sa relation.
Son partenaire avait commencé à prendre ses distances, moins de messages, moins de projets, moins de connexions, et elle, comme nous le ferions tous, a intensifié ses efforts. Elle lui préparait des surprises, lui écrivait des lettres, lui faisait des cadeaux, et chaque geste d'amour l'éloignait plus de lui. Quand ils ont finalement parlé, il lui a dit quelque chose de dévastateur, mais révélateur. « Je sens que je ne peux plus respirer. Qu'il n'y a pas d'espace pour que je te choisisse, parce que toi tu es déjà toujours là. » Ce n'est pas qu'il ne l'aimait pas, c'est que son cerveau avait catégorisé la relation comme quelque chose sans nouveauté, sans choix, sans cet élément d'incertitude qui maintient la dopamine vivante. Mais écoute-moi bien, la solution n'est pas de t'éloigner pour manipuler. La solution est de comprendre comment fonctionne l'attraction réelle, celle qui se maintient dans le temps. Et cela exige que tu comprennes d'abord quelles erreurs spécifiques font qu'on t'ignore, parce que certaines de ces erreurs sont si subtiles que tu ne sais même pas que tu les commets. Première erreur, devenir son projet émotionnel, c'est subtil mais mortel. Cela arrive quand chaque conversation tourne autour de tes problèmes, de tes insécurités, de ton besoin de validation. Au début, l'autre personne se sent importante, nécessaire, mais avec le temps, son cerveau associe ta présence à une demande émotionnelle constante et le cerveau humain fuit ce qui lui coûte de l'énergie sans retour. Cela ne signifie pas que tu ne peux pas partager tes vulnérabilités. En fait, la vulnérabilité authentique génère de la connexion. Mais il y a une différence énorme entre partager et décharger, entre inviter l'autre dans ton monde émotionnel et le transformer en ton thérapeute gratuit. Deuxième erreur, et c'est plus courant que tu ne le crois, éliminer complètement le mystère. Il y a des gens qui, dans leur désir d'être transparents et honnêtes, ceux qui sont de belles valeurs, finissent par tout raconter, tout expliquer, tout partager instantanément. Il n'y a pas de filtre, pas de pause, pas d'espace pour que l'autre se demande « qu'est-ce que tu penses ou ressens ?» Le cerveau aime les histoires incomplètes. C'est un principe psychologique appelé effet Zeigarnik. Nous nous souvenons mieux et pensons davantage à ce qui est resté inachevé. Quand tu racontes tout, quand tu ne laisses rien à l'imagination, quand il n'y a pas une pensée de toi que l'autre doit découvrir, tu fermes toutes les portes à la curiosité. Et la troisième erreur, la plus douloureuse, perdre ta propre vie dans le processus. J'ai vu cela tellement de fois que je pourrais écrire un livre juste là-dessus. Des personnes qui abandonnent leurs loisirs, leurs amitiés, leurs projets, leur essence, pour être constamment disponibles pour l'autre et croient que c'est de l'amour, mais c'est de l'auto-annulation. Quand tu perds ta vie, tu perds ce qui te rendait intéressant. Tu perds les histoires à raconter, les passions à partager, l'énergie qui te faisait briller et l'autre, sans s'en rendre compte consciemment, commence à te voir comme quelqu'un de plat, sans texture, sans cette étincelle qui l'a initialement attiré. Maintenant, je te raconte les erreurs, mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose de fondamental avant d'arriver aux solutions. Et c'est que souvent le problème n'est pas dans ce que tu fais, mais dans pourquoi tu le fais. Et cela a à voir avec quelque chose de beaucoup plus profond, tes blessures d'attachement. Mais nous allons voir cela dans un instant, parce que d'abord tu as besoin de comprendre quelque chose de plus. Mettons-nous un peu en mode scientifique, mais d'une manière que tu comprennes parfaitement. Dans ton cerveau, il y a deux systèmes chimiques qui sont en jeu quand nous parlons d'attraction et d'amour, la dopamine et l'ocytocine. La dopamine est la chimie de l'anticipation, de la nouveauté, de la récompense incertaine. C'est ce qui se déclenche quand tu apprends à connaître quelqu'un, quand tu ne sais pas si tu lui plais, quand chaque message est une surprise, c'est addictif, c'est intense, c'est ce qui fait que tu ne peux pas arrêter de penser à quelqu'un. L'ocytocine, d'un autre côté, est la chimie de l'attachement, de la sécurité, du lien. Elle est libérée quand tu fais un câlin, quand il y a une intimité émotionnelle profonde. Quand tu te sens en sécurité avec quelqu'un, c'est beau, c'est guérisseur, mais c'est moins intense que la dopamine. Et voici le problème. Beaucoup de relations meurent parce qu'elles passent trop vite de la dopamine à l'ocytocine. Elles deviennent confortables, sûres, prévisibles. Et bien que la sécurité soit belle,
le cerveau commence à regretter cette étincelle dopaminergique. Les relations qui fonctionnent à long terme sont celles qui parviennent à maintenir un équilibre entre les deux. Sécurité avec surprise, stabilité avec nouveauté, attachement avec liberté. Ce n'est pas facile. Cela demande de la conscience et un effort conscient. Quand quelqu'un t'ignore, c'est généralement parce que la balance a trop penché vers l'ocytocine sans dopamine. Tu es devenu la couverture de sécurité, mais pas l'aventure. Et le cerveau humain, surtout dans les premières étapes de l'état amoureux, a besoin des deux choses. Mais ne t'inquiète pas, parce que plus tard, je vais te donner des stratégies concrètes pour réactiver cette dopamine sans perdre la connexion que vous avez construite, car oui, c'est possible. Mais d'abord, tu as besoin de comprendre quelque chose qui est probablement à la racine de tout cela. Maintenant vient la partie qui fait mal, mais qui libère. Si tu réagis avec désespoir quand quelqu'un t'ignore, si ton monde s'effondre quand tu ne reçois pas de réponse, si ta propre valeur dépend de l'attention de l'autre, ce n'est pas seulement à propos de la relation, c'est à propos de ton histoire. Dans ma consultation, je travaille beaucoup avec la théorie de l'attachement développée par John Bowlby. Et ce que je vois encore et encore, c'est que les personnes avec un attachement anxieux sont celles qui souffrent le plus lorsqu'elles sont ignorées. Pourquoi? Parce que leur cerveau a appris dès l'enfance que l'amour est inconstant, qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour le recevoir, qu'à tout moment il peut disparaître. Si enfant, tu as dû gagner l'amour de tes parents. Si tu as senti que tu n'avais de la valeur que lorsque tu réussissais bien, ou si tu te comportais d'une certaine manière, si tu as vécu un abandon émotionnel, même si tes parents étaient physiquement présents, ton cerveau a développé une hypervigilance envers tout signe de rejet. Et maintenant, en tant qu'adulte, quand quelqu'un tarde à répondre à un message, ton cerveau ne traite pas « il est occupé », il traite « il va m'abandonner » et réagit en conséquence, avec panique, avec surcompensation, avec tout ce comportement qui ironiquement pousse l'autre à s'éloigner davantage. Je ne dis pas cela pour que tu te sentes coupable, tout au contraire. Je le dis pour que tu te libères de la culpabilité et comprennes que cela a une solution. Ton style d'attachement peut changer. Ton cerveau peut apprendre de nouveaux schémas, mais tu dois être prêt à faire le travail interne. Et ce travail commence par quelque chose de très spécifique que je vais te raconter plus tard. Quelque chose qui a à voir avec récupérer ton centre, revenir à toi. Parce que tant que ta paix dépendra du comportement d'un autre, tu seras piégé dans un cycle d'anxiété qu'aucune relation ne peut soutenir. Il y a quelque chose de fascinant qui se produit dans les relations et que peu comprennent. Quand tu as peur que quelqu'un t'abandonne, quand tu vis avec cette anxiété constante, tu commences à te comporter exactement de la manière qui fait que ta prophétie se réalise. C'est ce qu'en psychologie nous appelons la prophétie autoréalisatrice. Ta peur de l'abandon te fait agir de manière nécessiteuse, anxieuse, contrôlante, et ce comportement génère exactement ce que tu craignais, que l'autre s'éloigne. J'ai vu cela des douzaines de fois. Une personne qui commence une relation avec quelqu'un de merveilleux, tout va bien, mais dans son esprit commence à grandir la voix qui dit « c'est trop beau pour être vrai ». À tout moment, il va partir. Et alors elle commence à chercher des preuves d'amour constamment, à poser des questions comme « je te manque, tu penses à moi, tu es sûr que tu m'aimes ». Et chaque question érode un peu plus l'attraction. Parce que ce que l'autre perçoit n'est pas de l'amour, c'est de l'insécurité. Et l'insécurité, peu importe combien nous voulons la romantiser, n'est pas attirante. Non pas parce que nous sommes superficiels, mais parce que notre cerveau est programmé pour chercher des partenaires qui peuvent co-réguler nos émotions, pas qui ont besoin que nous les régulions constamment. Mais ici vient quelque chose d'important. La différence entre l'insécurité authentique et la manipulation émotionnelle, parce qu'il est correct d'avoir des moments de vulnérabilité. Il est correct de dire « Aujourd'hui, j'ai besoin que tu me serres dans tes bras parce que je me sens insécure ». Ce qui n'est pas correct, c'est de rendre ton partenaire complètement responsable de ta stabilité émotionnelle. Et quand quelqu'un t'ignore,
Quand tu sens cette panique dans la poitrine, ce qui se passe réellement, c'est que ton système nerveux revit un vieux traumatisme. Il ne réagit pas à la situation présente, il réagit à toutes les fois dans ton passé où tu as senti que tu n'étais pas suffisant. La bonne nouvelle, c'est que quand tu comprends cela, quand tu peux observer ta propre réaction avec compassion au lieu de jugement, quelque chose change. Et ce changement est le début de la transformation. Mais pour arriver là, tu as besoin de faire quelque chose de très spécifique que je vais t'expliquer sous peu. Maintenant, laisse-moi te raconter quelque chose qui va sembler contradictoire, mais qui est profondément vrai. La personne la plus attirante n'est pas celle qui est toujours disponible, ni celle qui n'est jamais disponible. C'est celle qui est disponible émotionnellement, mais pas disponible existentiellement. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que quand tu es avec l'autre, tu es présent, connecté, dévoué. Mais quand tu n'y es pas, tu as une vie si riche, si pleine, si fascinante, que tu n'es pas constamment en train de penser à quand sera la prochaine rencontre. Cet équilibre est le saint graal des relations durables et est extrêmement difficile à atteindre si tu n'as pas fait le travail. Le travail de construire une vie qui te comble, indépendamment de la relation. J'ai eu des patients qui me disent « Mais Boris, si je suis occupé avec ma vie, ne va-t-il pas se sentir abandonné ?» Et la réponse est non. En fait, il se produit exactement le contraire. Quand tu as une vie propre, quand tu as des projets qui te passionnent, des amitiés que tu nourris, des objectifs que tu poursuis, tu deviens quelqu'un avec qui l'autre veut passer du temps. Pas quelqu'un dont l'autre se sent responsable. Pense-y ainsi. Avec qui préfères-tu passer du temps? Avec quelqu'un qui, quand il arrive, a des histoires intéressantes à raconter, de l'énergie positive, de l'enthousiasme pour la vie? Ou avec quelqu'un qui a passé toute la journée à attendre ton appel sans rien faire d'autre que penser à toi? La seconde option peut paraître romantique dans les films, mais dans la vraie vie, elle est épuisante. Elle génère de la pression, elle fait que l'autre sente qu'il est responsable de ton bonheur et personne ne veut de ce fardeau, peu importe combien il t'aime. Mais attention, et c'est crucial, je ne parle pas de jouer à l'intéressant, je ne parle pas d'ignorer ces messages exprès ou de faire semblant d'être occupé quand tu ne l'es pas. C'est de la manipulation et le cerveau de l'autre le détecte tôt ou tard. Je parle de vraiment construire une vie qui te comble vraiment authentiquement. Et quand tu fais cela, quelque chose de magique se produit. Non seulement tu cesses d'être ignoré, mais en plus, si quelqu'un décide de t'ignorer, cela ne te détruit pas, parce que ta paix, ta valeur, ton bonheur ne dépendent pas de cette personne, et c'est la véritable liberté. Maintenant, allons sur un territoire délicat parce que tu as probablement entendu des conseils comme « ignore-le et il reviendra » ou « fais-lui le traitement du silence ». Et je dois te dire quelque chose, cela peut fonctionner temporairement, mais cela détruit la confiance et la sécurité qui sont la base de toute relation saine. Il existe une différence abyssale entre prendre de l'espace pour soi-même et punir l'autre avec ton silence. Entre se réguler émotionnellement et manipuler avec ton absence. Et bien que le résultat immédiat puisse sembler similaire, les conséquences à long terme sont radicalement différentes. Quand tu prends un espace véritable, quand tu t'éloignes parce que tu as besoin de te reconnecter avec toi-même, l'autre le ressent différemment. Il n'y a pas de ressentiment dans ton énergie. Il n'y a pas de jeu. Il y a simplement une personne qui se respecte suffisamment pour ne pas mendier de l'attention. Mais quand tu utilises le silence comme une arme, quand tu ignores pour générer de l'anxiété chez l'autre, même si cela fonctionne et que cette personne revient en te cherchant, à quel prix as-tu créé un précédent selon lequel, dans cette relation, on joue avec les émotions de l'autre? Et cela est un poison lent. Je me souviens d'une patiente qui est venue anéantie parce que son partenaire utilisait la punition du silence chaque fois qu'il y avait un conflit. Des jours sans lui parler, sans explication, juste pour la punir. Et bien qu'elle finissait par regagner son attention en s'excusant excessivement, la relation s'était transformée en un champ de bataille émotionnelle. Ce que tu dois comprendre, c'est ceci.
Si quelqu'un t'ignore et que tu réponds en l'ignorant aussi, tout ce que tu fais est de créer plus de distance. Deux personnes blessées en compétition pour savoir qui peut être le plus indifférent n'est pas de l'amour, c'est de l'orgueil déguisé. La vraie solution, celle qui fonctionne vraiment et que je vais te détailler plus tard, a à voir avec quelque chose de complètement différent. Elle a à voir avec la communication assertive, avec une vulnérabilité authentique, avec l'établissement de limites saines. Mais pour arriver là, tu as d'abord besoin de comprendre ce que ressent l'autre personne quand elle t'ignore. Maintenant, mets-toi de l'autre côté. Parce que comprendre la psychologie de celui qui ignore est fondamental pour changer la dynamique. La plupart du temps, quand quelqu'un commence à t'ignorer, ce n'est pas parce qu'il a cessé de t'aimer du jour au lendemain. C'est parce que quelque chose, dans la dynamique de la relation, leur génère un malaise qu'ils ne savent pas comment communiquer. Cela peut être de l'accablement, cette sensation que chaque fois qu'ils regardent leur téléphone, il y a 5 messages de toi attendant une réponse, ou que chaque plan doit inclure, ou que chaque décision nécessite ton approbation. Le cerveau interprète cela comme une invasion d'autonomie. Et le besoin d'autonomie est aussi fondamental que le besoin de connexion. Cela peut être de l'ennui émotionnel, non pas de l'ennui de toi en tant que personne, mais de la dynamique prévisible dans laquelle vous êtes tombé. Toujours les mêmes conversations, les mêmes plans, la même énergie. Le cerveau a besoin de nouveautés pour maintenir la dopamine élevée, et quand tout devient routine, il cherche naturellement ce stimulus ailleurs. Cela peut aussi être qu'ils font face à leurs propres problèmes internes. Stress au travail, anxiété, dépression, insécurité propre, et au lieu de les communiquer, ils se replient, non pas parce qu'ils ne te valorisent pas, mais parce que leur capacité de connexion est compromise par leur propre état émotionnel. Ou, et c'est dur, mais nécessaire de le considérer, il se peut qu'ils aient véritablement perdu l'intérêt romantique. Non pas à cause de quelque chose que tu as mal fait, mais parce que la chimie n'y est simplement pas. Et bien que cela fasse mal, c'est une information précieuse qui te libère pour trouver quelqu'un qui te choisit de manière constante. L'important est que tu ne fasses pas de suppositions, ne remplis pas les vides avec tes pires peurs, et surtout ne réagis pas depuis la panique, parce que ta réaction déterminera si cette situation peut se résoudre, ou si tu la pousses davantage vers l'abîme. Mais avant d'arriver à comment réagir correctement, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose sur toi-même qu'on ne t'a probablement jamais expliqué ainsi. C'est la partie où tout change si tu l'intègres réellement. Ta valeur en tant que personne, ta dignité, ton droit d'être aimé et respecté ne sont pas en négociation. Ils ne dépendent pas de si quelqu'un te répond ou non. Ils ne diminuent pas parce que quelqu'un a décidé de t'ignorer. Le problème est que lorsque notre sens de la valeur dépend de la validation externe, chaque silence est ressenti comme une sentence de mort. Chaque message sans réponse est une confirmation que tu n'es pas suffisant et de cet endroit, il est impossible d'agir avec dignité et clarté. J'ai travaillé avec des personnes incroyables, talentueuses, belles, à l'intérieur et à l'extérieur, complètement détruites parce que quelqu'un les ignore. Et quand nous approfondissons, nous arrivons toujours au même endroit. À un moment de leur vie, elles ont appris que leur valeur était conditionnelle, qu'elles devaient la gagner, la démontrer constamment, la maintenir avec effort. Mais l'amour réel, l'amour qui en vaut la peine, ne fonctionne pas ainsi. L'amour réel te voit, te choisit, te valorise, même dans tes jours gris. Et si quelqu'un a besoin que tu sois parfait, toujours disponible, toujours divertissant, toujours joyeux pour rester intéressé, cette personne ne t'aime pas toi. Elle aime la version performative de toi. Cela ne signifie pas que tu ne dois pas faire d'efforts dans une relation. Bien sûr que les relations demandent des efforts, de l'attention, du soin mutuel, mais il y a une différence entre nourrir une relation et mendier une place en elle. Quand tu connais ta valeur, quand tu le sais vraiment au plus profond de ton être, ta réponse face au rejet change complètement. Ce n'est plus de la panique, c'est de la tristesse, oui, mais aussi de la clarté.
c'est savoir que si quelqu'un ne te valorise pas, cette personne ne mérite pas un accès illimité à ton énergie émotionnelle. Et de cet endroit de clarté, tu peux prendre des décisions puissantes, tu peux communiquer de manière assertive, tu peux établir des limites, tu peux même décider que cette relation ne te sert pas et t'éloigner avec dignité. Mais pour arriver là, tu as besoin de faire un travail spécifique que je vais t'expliquer. Nous arrivons à l'une des parties les plus pratiques et transformatrices, l'autorégulation émotionnelle et la capacité de gérer tes émotions sans dépendre de facteurs externes pour te calmer. Et cette compétence est absolument cruciale si tu veux arrêter de souffrir quand quelqu'un t'ignore. Quand tu reçois le silence de quelqu'un d'important pour toi, ton système nerveux s'active. Ton amygdale, cette partie primitive du cerveau qui détecte les menaces, interprète le rejet social comme une menace de survie. Ton cœur s'accélère, tes pensées deviennent obsessionnelles. Ton corps se remplit de cortisol. Dans cet état, ton cortex préfrontal, la partie rationnelle de ton cerveau, est séquestré. Tu ne peux pas penser clairement. Tu ne peux pas prendre de bonnes décisions. Et c'est pour ça que tu envoies ces messages que tu regrettes ensuite, ou que tu passes ces appels désespérés, ou que tu te présentes sans prévenir. L'autorégulation est la pratique de rendre le contrôle à ton cortex préfrontal, et cela se fait par des techniques très spécifiques. Des techniques qui fonctionnent vraiment si tu les appliques. Première technique, la pause sacrée. Quand tu sens l'impulsion d'envoyer ce message, d'appeler, de chercher des explications, arrête-toi, littéralement, arrête-toi. Respire profondément 5 fois, en inspirant pendant 4 secondes, en retenant pendant 4, en expirant pendant 6. Cette respiration active ton système nerveux parasympathique, celui qui te calme. Pendant cette pause, demande-toi, de quoi ai-je vraiment besoin maintenant ? Pas de quoi ai-je besoin de l'autre, mais de quoi ai-je besoin moi pour me sentir bien, car la réponse n'est jamais un message de cette personne. La réponse peut être d'appeler un ami, d'aller marcher, d'écrire dans ton journal, de faire de l'exercice, n'importe quoi qui te rende ton centre. Deuxième technique, la différenciation entre fait et narration. Ton esprit crée constamment des histoires. Quand quelqu'un ne répond pas, ton esprit peut créer l'histoire qu'il ne t'aime plus, qu'il a trouvé quelqu'un d'autre, que tu es ennuyeux. Mais ce sont des narrations, pas des faits. Le fait est, tu n'as pas répondu à mon message. C'est tout ce que tu sais. Tout le reste, c'est ton cerveau remplissant les vides avec tes pires peurs. Quand tu peux séparer fait de narration, quand tu peux observer tes pensées sans les croire automatiquement, tu récupères du pouvoir. Troisième technique, l'ancrage dans le présent. Quand tu es anxieux pour quelqu'un qui t'ignore, ton esprit est soit dans le futur catastrophique que tu imagines, soit dans le passé cherchant ce que tu as fait de mal. Il n'est pas ici maintenant. Et ici maintenant, tu es probablement physiquement en sécurité. Pratique l'ancrage de tes 5 sens dans le moment présent. Qu'est-ce que tu vois, entends, sens, touches, goûtes? Cet exercice simple mais puissant coupe le cycle de rumination mentale et te ramène à la réalité qui est souvent beaucoup moins terrible que tes pensées. Ces techniques ne sont pas des distractions, ce sont des outils de survie émotionnelle et quand tu les pratiques de manière cohérente, quelque chose de miraculeux se produit. Tu cesses d'avoir besoin de la réponse de l'autre pour aller bien et quand tu arrives à cet endroit, ironiquement, tu deviens beaucoup plus attirant. Maintenant que tu as appris à te réguler, nous pouvons parler de comment communiquer d'une manière qui génère vraiment de la connexion au lieu de plus de distance, car oui, à un moment donné, tu vas devoir parler de ce qui se passe. Mais la façon dont tu le fais déterminera si tu ouvres une porte ou si tu la fermes définitivement. La communication qui ne fonctionne pas sonne ainsi. Pourquoi tu m'ignores? J'ai fait quelque chose de mal? Je me sens très mal quand tu ne me réponds pas. J'ai besoin de savoir ce qui se passe. Cela semble vulnérable, mais en réalité c'est chargé d'accusations, de pression et d'exigences. La communication qui fonctionne sonne différemment. Elle sonne ainsi. J'ai remarqué que nous parlons moins ces derniers temps. J'aimerais comprendre si tout va bien pour toi et aussi partager comment je me sens à ce sujet. Est-ce un bon moment pour en parler?
Remarques-tu la différence? Dans la première, tu mets l'autre sur la défensive. Dans la seconde, tu ouvres un espace de dialogue authentique, sans accusation. Quand finalement vous aurez cette conversation, utilise la formule de la communication non violente. Observation, sentiment, besoin, demande. Observation sans jugement. J'ai remarqué que nous répondons moins à nos messages et nous nous voyons moins fréquemment. Sentiment sans culpabilité. Quand cela arrive, je me sens triste et insécure à propos de nous. Besoin clair. J'ai besoin de clarté sur ce que tu ressens et penses concernant notre relation. Demande spécifique. Pourrions-nous avoir une conversation honnête à ce sujet? J'aimerais comprendre ta perspective. Cette structure te permet d'exprimer ta réalité sans attaquer l'autre, sans le mettre sur la défensive, créant un espace sûr pour qu'il ou elle puisse aussi s'ouvrir. Et voici quelque chose de crucial. Après t'être exprimé, tais-toi. Écoute vraiment, pas pour répondre, pas pour te défendre, mais pour vraiment comprendre ce qui se passe dans le monde de l'autre. Souvent, tu découvriras que son silence n'avait rien à voir avec toi. Il faisait face à quelque chose de personnel qu'il ne savait pas comment partager. Ou cela avait à voir avec toi, mais pas de la manière catastrophique que tu imaginais. Peut-être qu'ils avaient besoin de plus d'espace et ne savaient pas comment le demander sans te blesser. La communication efficace ne garantit pas que l'autre personne change, mais elle garantit que toi, tu as agi avec intégrité, que tu as dit ta vérité avec respect et que tu t'es donné l'opportunité de comprendre vraiment ce qui se passe. Maintenant, nous arrivons à une partie que beaucoup craignent, mais qui est absolument nécessaire. Établir des limites. Une limite n'est pas un ultimatum, ce n'est pas de la manipulation. Une limite est simplement une déclaration de ce que tu es prêt à tolérer et ce que tu ne l'es pas, basé sur ton propre bien-être. Si quelqu'un t'ignore constamment, si ses actions ne coïncident pas avec ses paroles, si tu te trouves constamment anxieux et mendiant de l'attention, tu as besoin d'établir une limite, non pas comme punition envers l'autre, mais comme protection envers toi-même. Une limite saine sonne ainsi. Je valorise notre connexion, mais j'ai besoin d'une communication plus cohérente pour me sentir en sécurité dans cette relation. Je comprends que nous avons tous des moments occupés, mais j'ai besoin de savoir que nous sommes une priorité mutuelle. Si ce n'est pas possible pour toi en ce moment, j'ai besoin de le savoir pour pouvoir prendre des décisions sur ma propre paix émotionnelle. Tu vois, ce n'est pas « réponds-moi ou je te quitte ». C'est « voici ce dont j'ai besoin pour aller bien et j'ai besoin de savoir si tu peux l'offrir ». Tu donnes à l'autre l'information claire et l'option de choisir. Et toi aussi, tu te donnes l'option de choisir en te basant sur sa réponse. Beaucoup de gens me disent « Mais Boris, et si établir une limite fait qu'il s'éloigne définitivement ?» Et ma réponse est toujours « Si quelqu'un s'éloigne parce que tu as établi une limite raisonnable. » Sur la façon dont tu veux être traité, cette personne te fait une faveur. Elle te montre qu'elle n'était pas disposée à respecter tes besoins fondamentaux. Les limites filtrent, elles éloignent ceux qui ne sont pas disposés à honorer ta valeur et rapprochent ceux qui le sont. Elles sont inconfortables à établir parce qu'elles exigent que tu risques le rejet, mais vivre sans limite, c'est risquer ta dignité constamment. Et ce prix est beaucoup plus élevé. De plus, établir des limites a un effet psychologique puissant sur toi-même. Cela dit à ton cerveau « Je me valorise assez pour ne pas accepter des miettes d'attention ». Et ton cerveau te croit. Ton estime de soi monte, ton anxiété baisse, tu commences à marcher différemment dans le monde et les gens, y compris celles qui t'ignorent, perçoivent ce changement. Ils perçoivent que tu n'es plus disponible pour des dynamiques qui ne t'honorent pas. Et souvent, ce changement dans ton énergie est exactement ce qui était nécessaire pour que l'autre personne se réveille et voie ce qu'elle perdait. Mais attention, n'établis pas de limite comme stratégie pour récupérer quelqu'un. Fais-le parce que tu n'es véritablement plus disposé à vivre dans l'incertitude et l'anxiété. Fais-le pour toi, pas pour manipuler l'autre. Voici quelque chose que je veux que tu graves dans ton esprit. Pendant que tu es dans ce processus, pendant que tu attends de la clarté, pendant que tu donnes de l'espace,
Tu ne peux pas mettre ta vie en pause. C'est la plus grande erreur que je vois. Des personnes qui entrent dans des limbes émotionnels attendant que l'autre décide, que l'autre change, que l'autre se rende compte. Et pendant qu'elles attendent, leur propre vie se flétrit. Non, ta vie continue avec ou sans cette personne. Et en fait, la meilleure façon de récupérer l'attention de quelqu'un qui t'a ignoré est de lui démontrer sans mots que tu es quelqu'un de complet, de plein, de vibrant, avec ou sans sa présence. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas « je vais faire semblant d'aller bien pour qu'il me cherche ». C'est vraiment construire une vie qui te comble tellement que son absence fait mal, oui, mais ne te détruit pas. Reprends ces loisirs que tu as abandonnés. Reconnecte avec ces amitiés que tu as négligées. Poursuis ces objectifs professionnels que tu as mis en attente. Prends soin de ton corps, de ton esprit, de ton âme, non comme vengeance, non comme stratégie, mais comme acte d'amour-propre. J'ai eu un patient qui est venu anéanti parce que la femme qu'il aimait lui avait dit qu'elle avait besoin d'espace. Et pendant ce temps, au lieu de l'attendre obsessionnellement, il a décidé pour la première fois depuis des années de se concentrer sur lui-même. Il s'est inscrit à des cours de photographie, quelque chose qui l'avait toujours fasciné. Il a commencé à faire de l'exercice régulièrement. Il a repris contact avec des amis de l'université. 3 mois plus tard, elle est revenue. Mais l'intéressant n'est pas qu'elle soit revenue, c'est qu'il n'était plus la même personne. Il avait découvert une vie qui le comblait indépendamment d'elle. Et quand ils se sont retrouvés, la dynamique était complètement différente. Il n'avait pas besoin de sa validation pour se sentir complet, et cette sécurité, cette plénitude, était magnétiquement attirante. Ils ont fini ensemble, oui, mais avec une relation beaucoup plus saine. Il avait appris qu'il pouvait être heureux seul, et cela a éliminé tout le désespoir de son amour. Et elle, de son côté, s'était rendu compte que ce qui l'éloignait initialement était précisément ce besoin qu'il avait, cette pression d'être sa source de bonheur. Ta vie ne peut pas dépendre des décisions émotionnelles d'une autre personne. C'est trop de responsabilité pour eux et trop de pouvoir céder de ta part. Reconstruis, crée, grandis, vis et laisse cette énergie parler pour toi. Maintenant, nous devons parler de quelque chose de difficile, mais nécessaire. Parfois, le silence lui-même est la réponse, et tu dois être prêt à l'écouter. Si tu as communiqué tes besoins clairement, si tu as donné de l'espace, si tu as travaillé sur toi-même, et que malgré tout, l'autre personne continue de t'ignorer, de ne pas répondre, de ne pas te prioriser, c'est une information précieuse. C'est la réponse que tu ne veux pas entendre, mais que tu as besoin de recevoir. Il y a une différence entre quelqu'un qui traverse un moment difficile et a besoin d'espace temporairement, et quelqu'un qui n'est simplement plus intéressé, mais n'a pas le courage de le dire directement. Et cette différence se voit dans le temps et dans les actions. Si des semaines deviennent des mois, si chaque tentative de connexion authentique est reçue par des évitements, si tu sens que tu forces quelque chose qui devrait couler naturellement, il est temps de te poser des questions honnêtes. T'accroches-tu à cette personne parce qu'elle est vraiment bonne pour toi ou parce que ton ego ne supporte pas le rejet? L'aimes-tu elle ou aimes-tu l'idée d'être aimé? Luttes-tu pour une relation réelle ou pour ne pas sentir que tu as échoué? Ces questions sont brutales, mais libératrices, car souvent nous nous rendons compte que nous poursuivons des fantasmes, pas des réalités. Nous sommes amoureux de la version de la personne que nous avons cru voir au début, pas de qui elle est vraiment maintenant. Et lâcher prise, accepter que quelqu'un ne te choisit pas, est l'un des actes les plus courageux que tu puisses faire. Ce n'est pas abandonner, c'est respecter la réalité, c'est dire « Je mérite quelqu'un qui me choisit avec enthousiasme, pas quelqu'un que je dois convaincre constamment de ma valeur. » J'ai eu des patients qui ont passé des années à attendre que quelqu'un change, qu'ils se rendent compte, qu'ils se réveillent. Et ce qu'ils perdent dans ce temps n'est pas seulement l'opportunité de trouver quelqu'un de mieux, mais des années précieuses de leur propre vie. Si quelqu'un veut être avec toi, il le démontre. Ce n'est pas parfait. Il peut avoir des moments de doute, il peut avoir besoin d'espace occasionnellement. Mais en général, une personne qui te valorise trouve des moyens de te le faire savoir, te cherche, te priorise, te fait sentir important. Si tu te sens constamment comme une option, comme un plan B, comme quelqu'un qui doit mendier de l'attention,
ce n'est pas ta personne. Et non pas parce que tu n'es pas merveilleux, mais parce que la chimie, le timing, les circonstances ne sont pas alignés, et c'est très bien. Toutes les connexions ne sont pas destinées à se matérialiser en relations durables. Si tu es arrivé à la conclusion que tu as besoin de lâcher prise, laisse-moi t'apprendre à le faire d'une manière qui t'honore, toi et ce qui a été. Lâcher prise n'est pas haïr, ce n'est pas transformer l'autre en méchant pour justifier ton éloignement. Ce n'est pas brûler des photos ni effacer des souvenirs. Lâcher prise, c'est remercier ce qui a été, accepter ce qui n'est plus et libérer avec amour. Tu peux lâcher prise et quand même reconnaître que cette personne t'a appris des choses précieuses, que vous avez partagé des moments magnifiques, qu'il y a eu un amour réel, même si ce n'était pas pour toujours. Tout ce qui se termine n'était pas une erreur. Certaines personnes arrivent dans ta vie pour des saisons, pas pour toute la vie, et cela ne diminue pas leur valeur. La clôture que tu cherches ne viendra pas toujours de l'autre personne. En fait, elle vient rarement. La plupart du temps, la clôture est quelque chose que tu te donnes à toi-même. C'est une décision interne d'arrêter de chercher des réponses qui n'arriveront jamais, d'accepter que certaines questions resteront sans réponse, de faire la paix avec l'incertitude. Une pratique puissante est d'écrire une lettre que tu n'enverras jamais. Écris tout ce que tu ressens, ce que tu aimerais dire, ce qui te fait mal, ce que tu remercies, ce que tu pardonnes. Écris-le sans filtre, sans peur, sans te soucier de comment ça sonne. Et ensuite, dans un acte symbolique, brûle cette lettre, enterre-la, ou simplement garde-la en sachant que tu ne l'enverras jamais. Ce rituel donne à ton cerveau la clôture dont il a besoin. Il lui dit « Ce chapitre est terminé. J'ai exprimé ce que j'avais besoin d'exprimer. Maintenant, je peux aller de l'avant. » Lâcher prise exige aussi que tu arrêtes de vérifier ses réseaux sociaux, que tu arrêtes de demander à des amis communs des nouvelles de lui ou d'elle, que tu arrêtes de chercher des signes qu'il ou elle te manque. Chaque fois que tu fais cela, tu rouvres la blessure qui essaie de guérir. La douleur de lâcher prise est intense, mais finie. La douleur de s'accrocher à quelque chose qui est déjà mort est constante, interminable. Choisis la douleur qui te libère, pas celle qui te maintient prisonnier. Et aie confiance que de l'autre côté de ce deuil, il y a une version de toi plus forte, plus sage, plus préparée pour l'amour que tu mérites vraiment. Un amour que tu n'as pas à poursuivre, qui ne te fait pas sentir anxieux, qui te choisit de manière constante. Maintenant, parlons du futur. Que cette relation se répare ou que tu ailles de l'avant vers une nouvelle, tu as besoin de comprendre quelque chose de fondamental. Le travail le plus important n'est pas de changer pour attirer quelqu'un de spécifique, c'est de te transformer en la version la plus authentique et saine de toi-même. Les personnes émotionnellement saines s'attirent entre elles. Les personnes avec un attachement sûr, avec une estime de soi authentique, avec des vies pleines, se reconnaissent et se choisissent mutuellement. Et les personnes avec des blessures non guéries, avec une dépendance émotionnelle, avec des schémas destructeurs, se trouvent aussi et perpétuent des cycles toxiques. Si tu veux attirer un amour sain, tu as besoin de guérir tes propres blessures d'abord. Cela ne signifie pas que tu dois être parfait. Cela signifie que tu travailles activement sur ton bien-être émotionnel, que tu reconnais tes schémas, que tu cherches de l'aide quand tu en as besoin. La thérapie n'est pas pour les personnes brisées, c'est pour les personnes courageuses qui veulent vivre mieux. Si tu as reconnu dans cette vidéo des schémas d'attachement anxieux, si tu as vu refléter tes réactions de panique face à l'abandon, si tu as compris que ton estime de soi dépend trop de la validation externe, envisage de chercher une aide professionnelle. Non parce qu'il y a quelque chose de mauvais chez toi, mais parce que tu mérites de vivre sans cette anxiété constante. Tu mérites des relations qui te nourrissent au lieu de te drainer. Tu mérites de sentir la paix dans l'amour, pas la panique. En attendant, cultive une relation profonde avec toi-même. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est la base de toutes les relations saines. Demande-toi, est-ce que je me traite moi-même avec le même amour et la même patience que j'offre aux autres? Est-ce que je célèbre mes réussites? Est-ce que je me console de mes échecs?
Est-ce que je me parle avec compassion ou avec critique constante? La façon dont tu te traites toi-même établit le standard de comment tu permets aux autres de te traiter. Si tu es dur avec toi, tu attireras des personnes qui le seront aussi. Si tu te valorises, tu attireras des personnes qui honorent cette valeur. Pratique l'amour-propre actif, non seulement comme concept, mais comme action quotidienne. Prendre soin de ton corps, non seulement avec de l'exercice et de l'alimentation, mais avec du repos et du plaisir. Nourrir ton esprit non seulement avec de la productivité, mais avec de la créativité et du jeu. Honorer ton esprit avec des moments de silence, de connexion avec quelque chose de plus grand que toi. Et pendant que tu fais tout cela, quelque chose de beau se produit. Tu cesses d'avoir besoin désespérément que quelqu'un te complète parce que tu es déjà complet. Tu cesses de chercher quelqu'un qui te sauve parce que tu t'es sauvé toi-même. Et de cet endroit de plénitude, l'amour que tu attires est radicalement différent. Avant de terminer, j'ai besoin de te donner des outils pour discerner quand cela vaut la peine de lutter pour une relation et quand c'est le moment de lâcher prise, parce que toutes les situations ne sont pas égales. Cela vaut la peine de lutter quand les deux sont prêts à faire le travail. Quand l'autre personne, bien qu'elle traverse un moment difficile, te communique ce qu'elle ressent, te fait savoir qu'elle te valorise. Te demande de la patience, mais te donne aussi l'assurance que c'est temporaire. Cela vaut la peine de lutter quand il y a un respect mutuel, quand même dans les désaccords, dans les distances, aucun des deux n'attaque, ne critique cruellement ou ne manque de respect à l'autre. Le respect est la base inébranlable de toute relation saine. Cela vaut la peine de lutter quand il y a des actions qui soutiennent les paroles. Une personne peut te dire qu'elle t'aime 1000 fois, mais si ses actions communiquent constamment le contraire, crois ses actions. En revanche, si quelqu'un traverse un moment difficile, mais trouve quand même de petites façons de te faire savoir qu'il pense à toi, qu'il te valorise, ses actions comptent. Cela vaut la peine de lutter quand tu sens que tu grandis, pas que tu rapetisses. Une relation saine te met au défi d'être meilleur, mais ne te fait pas sentir petit. Elle t'inspire à grandir, elle ne t'exige pas que tu t'adaptes en te perdant dans le processus. Cela ne vaut pas la peine de lutter quand il y a abus de quelque type que ce soit, émotionnel, verbal, physique. Peu importe combien tu aimes cette personne, peu importe combien de potentiel tu vois, l'abus ne s'arrange pas avec plus d'amour de ta part. Il se répare seulement quand l'abuseur fait un travail profond sur lui-même, généralement avec une aide professionnelle. Cela ne vaut pas la peine de lutter quand tu es le seul à lutter, quand chaque initiative de connexion vient de toi, quand chaque tentative de résoudre les problèmes, c'est toi qui la proposes, quand toute l'énergie de maintenir la relation vivante dépend de ton effort unilatéral. Cela ne vaut pas la peine de lutter quand tu te perds toi-même dans le processus, quand tu as sacrifié tes valeurs, tes limites, ton essence, en essayant de devenir ce que l'autre veut. Aucune relation ne vaut le prix de ta propre âme, et cela ne vaut pas la peine de lutter quand il n'y a simplement plus d'amour. Parfois les gens s'éloignent, non pas à cause de problèmes qui peuvent se résoudre, mais parce que l'amour s'est épuisé. Et bien que cela fasse mal de l'admettre, l'amour ne peut pas être forcé, tu ne peux pas faire que quelqu'un t'aime par la pure force de la volonté. Sois honnête avec toi-même sur quelle est ta situation, et aie le courage d'agir en conséquence. Même si ça fait mal, même si c'est difficile, même si cela signifie affronter ta plus grande peur, nous arrivons à la fin et je veux te laisser avec quelque chose qui changera ta perspective sur les relations pour toujours. L'amour mature n'est pas l'intensité de l'état amoureux initial. Ce n'est pas cette obsession où tu ne peux pas arrêter de penser à l'autre personne, où chaque message déclenche des feux d'artifice dans ton cerveau. Ça, c'est de l'attraction. C'est de la dopamine, c'est de la biochimie intense mais insoutenable. L'amour mature est beaucoup plus calme, mais infiniment plus profond. C'est savoir que cette personne sera là dans tes pires jours, pas seulement dans les bons. C'est pouvoir être complètement toi-même avec tes lumières et tes ombres et être aimé de toute façon. C'est construire ensemble, rire ensemble, mais aussi traverser des tempêtes sans se lâcher la main. Dans l'amour mature, l'autre personne ne complète pas ta vie, elle la complémente, elle ne remplit pas des vides.
Elle ajoute de la valeur à quelque chose qui était déjà complet. Et quand il y a de la distance, quand il y a un silence temporaire, cela ne génère pas de panique parce que la confiance est construite sur des bases solides. Beaucoup de personnes rejettent des relations matures parce qu'elles les confondent avec l'ennui. Elles regrettent cette intensité du début, cette incertitude qui les maintenait en alerte et poursuivent cette sensation encore et encore en la confondant avec le véritable amour. Mais la réalité est que l'amour intense et chaotique est épuisant. C'est joli dans les films, c'est terrible dans la vraie vie. L'amour calme, sûr, constant est celui qui te permet de t'épanouir, de construire, de rêver, parce que tu n'es pas constamment en mode survie émotionnelle. Si quelqu'un t'ignore constamment, si cela génère cette anxiété perpétuelle, si tu ne sais jamais sur quel pied danser, demande-toi, est-ce de l'amour que tu ressens? Ou est-ce une addiction à la dopamine que génère l'incertitude? Parce qu'il y a une différence, et la reconnaître peut te libérer de schémas qui t'ont fait souffrir toute ta vie. L'amour réel te donne la paix. Oui, il demande des efforts, de la communication, du travail mutuel, mais il ne demande pas que tu vives dans l'anxiété constante. Il ne demande pas que tu devines ce que l'autre ressent. Il ne demande pas que tu mendies de l'attention. L'amour réel est clair, il est cohérent, il est sûr. Et si ce que tu as maintenant ne ressemble pas à ça, ce n'est pas parce que tu n'es pas digne d'amour, c'est parce que tu n'as pas encore trouvé la bonne personne, ou ce n'est pas le bon moment, où vous avez tous les deux besoin de guérir avant de pouvoir créer quelque chose de sain ensemble. Nous arrivons au moment que je t'ai promis au début, le secret qui fonctionne vraiment, la clé qui change tout. Prêt? Le voici. La seule façon garantie d'arrêter de souffrir d'être ignoré est d'arriver au point où ton bien-être ne dépend pas de la réponse ou de la présence d'aucune personne spécifique. Je sais que cela semble simple, presque décevant après tout ce dont nous avons parlé, mais c'est la vérité la plus profonde que je puisse partager avec toi après des années de travail clinique. Il n'y a pas de technique de communication, pas de stratégie d'attraction, pas de quantité de changements personnels qui puissent contrôler les décisions ou sentiments d'une autre personne. La seule chose que tu peux contrôler est ta propre réponse interne à ce qui se passe. Quand tu arrives au point où quelqu'un peut t'ignorer, et même si ça fait mal, ça ne détruit pas ta journée, ça ne gâche pas ta paix, ça ne définit pas ta valeur, tu as atteint la liberté émotionnelle réelle. Et de cet endroit de liberté, curieusement, tu attires exactement le type d'amour que tu mérites, parce que les gens perçoivent ton énergie, ils perçoivent si tu es complet, nécessiteux, ils perçoivent si tu choisis ou t'accroches, ils perçoivent si ton amour vient de l'abondance ou de la carence. Et l'énergie d'abondance, de complétude, de liberté est magnétique. Cela ne signifie pas que tu ne t'en soucies pas. Cela ne signifie pas devenir froid ou distant. Cela signifie se soucier profondément sans avoir besoin désespérément. Cela signifie aimer sans étouffer. Cela signifie donner sans vider ton propre puits. Et pour arriver là, tu as besoin de faire le travail le plus important de ta vie. Guérir ta relation avec toi-même, remplir tes propres vides émotionnels, devenir ta propre source de sécurité, de valeur et d'amour. Non pas comme concept théorique, mais comme pratique quotidienne, constante, engagée. Cela peut nécessiter une thérapie, cela peut nécessiter de s'éloigner de relations toxiques, cela peut nécessiter des changements profonds dans ta façon de vivre ta vie, cela peut nécessiter d'affronter des traumatismes que tu as évités. C'est un travail dur, mais c'est le travail qui transforme le plus. Et quand tu le fais vraiment, quelque chose de magique se produit. Les personnes qui avant t'ignoraient commencent à te chercher parce qu'elles perçoivent le changement dans ton énergie. Mais le plus beau, c'est qu'à ce moment-là, cela ne t'importe plus, autant si elles le font ou non, parce que ta paix ne dépend plus d'elles. Nous avons parcouru un long chemin ensemble dans cette vidéo, depuis la compréhension de la neuroscience derrière le rejet jusqu'aux blessures d'attachement qui influencent nos réactions. En passant par des techniques pratiques de régulation émotionnelle et de communication assertive.
Mais tout cela se réduit à une vérité simple. Tu mérites d'être aimé avec clarté, avec cohérence, avec enthousiasme. Tu ne mérites pas de vivre dans l'anxiété constante, en devinant, en mendiant, en convainquant quelqu'un de ta valeur. Si quelqu'un t'ignore en ce moment même, tu as des options. Tu peux communiquer de manière assertive, établir des limites claires, lui donner de l'espace pendant que tu construis ta propre vie. Mais tu peux aussi reconnaître quand il est temps de lâcher prise, d'accepter que cette personne ne peut pas te donner ce dont tu as besoin, non pas parce que tu es défectueux, mais parce que vous n'êtes simplement pas alignés. Et quel que soit le chemin que tu choisis, fais-le depuis l'amour-propre, pas depuis la peur. Fais-le en honorant ta dignité, pas en mendiant des miettes d'attention. Fais-le en sachant que ta valeur n'est pas en négociation. Le travail que tu as devant toi n'est pas facile. Guérir des blessures profondes, changer des schémas enracinés, construire une estime de soi authentique demande du temps, de l'effort et beaucoup de courage. Mais c'est le travail le plus important que tu feras dans ta vie. Parce qu'il détermine non seulement la qualité de tes relations romantiques, mais ton bien-être général, ta paix mentale, ta capacité à profiter de la vie. Commence aujourd'hui, pas demain. Pas quand cette personne décidera de te prêter attention. Aujourd'hui. Commence en te choisissant toi-même. Commence en te traitant avec l'amour et le respect que tu as attendu de recevoir de quelqu'un d'autre. Commence en construisant une vie si belle que l'absence de n'importe quelle personne, même si elle fait mal, ne puisse pas la détruire. Et si cette vidéo t'a aidé, si quelque chose de ce que j'ai partagé a résonné en toi ou t'a donné de la clarté, je te demande de prendre un moment pour t'abonner à cette chaîne et laisser un like. Je ne le dis pas seulement pour les chiffres, je le dis parce que ce contenu arrive à plus de personnes qui en ont besoin quand tu le soutiens. Il y a quelqu'un là-dehors qui souffre en silence, parce qu'on l'ignore, se sentant invisible, remettant en question sa valeur. Et cette vidéo pourrait être exactement ce qu'il a besoin d'entendre aujourd'hui. De plus, laisse-moi un commentaire racontant si quelque chose de tout cela t'a identifié, ce qui t'a le plus impacté, ou simplement un merci si ça t'a aidé, parce que je crois profondément en la communauté que nous construisons ici. Des personnes qui sont engagées dans leur croissance personnelle, dans des relations plus saines, à vivre depuis la conscience et non depuis le pilote automatique. Et si tu as besoin de plus de soutien sur ce chemin, je t'invite à explorer mes autres contenus où j'approfondis des thèmes comme l'estime de soi, la gestion de l'anxiété, l'intelligence émotionnelle et comment construire des relations qui nourrissent vraiment ta vie. C'est un voyage, pas une destination. Et je suis ici pour t'accompagner à chaque étape. Rappelle-toi, l'amour que tu cherches à l'extérieur commence par être l'amour que tu te donnes à toi-même. C'est le vrai secret, c'est le travail qui compte vraiment. Et quand tu le fais, quand tu l'intègres vraiment dans ta vie, tout le reste commence à changer de manière que tu n'as jamais imaginée. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'investir ce temps en toi-même, en ton bien-être, en ta croissance. Cela dit déjà beaucoup sur qui tu es et vers où tu vas. Maintenant, va et commence à construire la vie et les relations que tu mérites vraiment. Je te le promets. De l'autre côté de ce travail, il y a une version de toi plus libre, plus pleine, plus heureuse, et cette version t'attend. On se voit dans la prochaine vidéo. Prends grand soin de toi et rappelle-toi, ta valeur n'a jamais été en doute, même si quelqu'un n'a pas su la voir.